L'ouverture ce lundi à Lomé d'une formation sur les fondamentaux du journalisme. Une cinquantaine de professionnels, tous médias confondus, prennent part à cette session. Le diabète, cause, symptômes, mesures de prévention et prise en charge enseignés à des professionnels de la santé en vue d'une extension générale de la lutte contre la maladie au Togo. Le sujet est à l'affiche d'une formation à Lomé. Enfin, les rues des grandes métropoles brésiliennes grondent. Les Brésiliens accusent leur présidente Dilma Rousseff de corruption et de laxisme et réclament sa démission à travers de gigantesques manifestations populaires. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir. La presse togolaise ces dernières années a réalisé d'énormes progrès en termes de qualité du travail fourni. Elle en a donné la preuve lors de la dernière élection présidentielle. Il s'agit maintenant de la pousser à en faire davantage en lui fournissant les moyens nécessaires pour atteindre la perfection. D'où cette initiative du ministère en charge de la communication qui a réuni ce lundi à Lomé une cinquantaine de journalistes de différents organes pour une formation sur les fondamentaux du métier. Les travaux ont été ouverts par le ministre Guy Madjé Lorenzo en présence de son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Georges Kwao Aïdam. Reportage Victorine Aïssa, Charlotte Onsime. De vous rappeler de la définition que donne du journaliste M. Hervé Bourges, lui-même éminent journaliste et ancien président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de France. Je cite: « Un journaliste n'est pas un juge. Il n'est pas un commissaire de police. Il n'est pas une grande gueule. Il ne crée pas l'information, mais il rend compte. » C'est en ces termes que le ministre délégué en charge de la formation professionnelle a introduit l'objet de la présente rencontre, une définition à laquelle devraient se référer les acteurs de la presse dans l'exercice de leur profession. Des dérapages et insuffisances sont constatés dans les reportages, les parutions et les publications. C'est donc pour remettre la pendule à l'heure que l'appropriation des fondamentaux du journalisme professionnel s'impose. Le journaliste n'écrit pas comme le littéraire, n'écrit pas comme le juriste, n'écrit pas comme l'administrateur. Donc, il a des principes qu'il doit respecter dans l'écriture. L'écriture journalistique doit être une écriture assez concise, assez claire, pour que le lecteur, l'auditeur ou le téléspectateur puisse puiser rapidement l'essentiel de ce qu'il a à savoir, notamment répondre à certaines questions fondamentales, qui a fait quoi, où, quand, comment, pourquoi. Également à l'agenda de cette session, les genres rédactionnels, le reportage, l'enquête, l'éditorial, la chronique et bien d'autres finalités, accroître les potentialités de ces hommes de médias et affermir davantage l'éthique et la déontologie du métier afin que les journalistes puissent mieux jouer leur rôle. Votre rôle est en effet essentiel dans l'information et la formation civique des populations en vue d'une participation responsable à la vie publique et politique nationale. C'est là qu'interviennent la responsabilité, la moralité, la compétence, le professionnalisme de tous les promoteurs et animateurs de nos médias. Dans la recherche, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, le journaliste doit toujours avoir à l'esprit le respect du code de la presse et de la communication, le respect de l'objectivité et de l'impartialité dans le traitement de l'information. Il doit s'abstenir d'accepter la calomnie, les accusations sans preuve, la déformation des faits et s'attacher au respect de la vie privée, des droits de l'homme, du développement et de la bonne gouvernance. Le professionnalisme s'avère donc indispensable pour offrir à la population une information de qualité, une problématique bien partagée par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers dont le FNAFPP, l'UNFPA et bien d'autres institutions. L'exercice de ce jour répond à l'une des recommandations des États généraux de la presse tenus l'année dernière. Le principe de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace ouest-africain, si cher au père fondateur des deux principales organisations sous-régionales, l'UEMOA et la CEDEAO, sera-t-il une réalité un jour? Les États membres l'espèrent et y travaillent inlassablement. Au Togo, un comité national de suivi de la mise en œuvre des dispositions prévues à cet effet a été officiellement
installé ce matin à Lomé. Les missions et les tâches assignées à cet organe dans ce reportage de Dodo Waré et Koumou Prodé. La libre circulation des véhicules de transport, des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement dans la sous-région, mais aussi et surtout pour une véritable réussite des objectifs d'intégration. Lancée il y a déjà quelques années, cette politique de libre circulation peine à être effective. Aujourd'hui, il est un fait bien connu que les populations de notre espace communautaire ne circulent pas librement. Et il y a des entraves qui subsistent ça et là. Des raquettes, des pertes de temps. Et la CEDEAO, consciente de cette réalité, s'est engagée à mener un combat permanent. Sans la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, il sera illusoire d'envisager tout processus d'intégration régionale. Il est certain que la réalisation du marché unifié qu'ambitionne la CEDEAO ne pourra se réaliser que si les populations ont la possibilité d'aller et venir sans entrave. Des voies et moyens restent encore à mettre en place afin d'accélérer la réalisation de ces objectifs. Parmi ces mesures, le mécanisme de suivi de libre circulation dans les différents pays. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise sur pied d'un comité national en charge de cette mission de libre circulation au Togo. Chaque comité est composé par des représentants des transporteurs, par des représentants du ministère des Transports, par des représentants de la police, de la douane, de la gendarmerie, des hauts-forêts, par la cellule CEDEAO aussi. Le comité national a la tâche de faire le suivi si cette collaboration publique-privée marche dans le sens qui est souhaité, ça veut dire dans le sens de réduire sensiblement les tracasseries pour les citoyens de la CEDEAO. Cette démarche qui vise à diminuer, voire éliminer les tracasseries pour les transporteurs et les passagers couvre 8 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. L'intégration sous-régionale est donc le principal objectif visé par cette politique de libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. Le développement de nos États est à ce prix. Un développement qui passe également par la mise en commun des recettes et taxes aux frontières extérieures de l'UEMOA notamment. Dans ce domaine, il existe d'ailleurs une importante initiative dénommée TEC, Tarif extérieur commun. Créé par l'UEMOA, cet instrument fait actuellement l'objet d'une vaste campagne de sensibilisation et d'information en direction des opérateurs économiques de tous les pays membres, dont le Togo, afin de permettre à ceux-ci de se faire une idée précise sur son importance et ses enjeux, afin de se l'approprier. Sylvain Raboudou. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO, un outil d'intégration pour garantir le même niveau de traitement des produits importés dans les pays tiers. L'adoption de ce nouvel instrument politique et commercial est de permettre à l'ensemble des pays membres de l'espace d'appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises indépendamment de leur point d'entrée et de leur destination. Les opérateurs économiques et bien d'autres acteurs s'approprient ici les enjeux de ce mécanisme, une initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est des tarifs qu'il faut maîtriser, qui vont de 0% pour les biens de consommation, les biens sociaux, jusqu'à 35% pour les autres biens. Donc, c'est comme ça s'est passé à la CEDEAO du point de vue, à l'UEMOA du point de vue technique, c'est les mêmes. La différence, c'est qu'on a un peu catégorisé, et, disons, les produits en ayant une taxation plus élevée, à savoir 35% pour certains produits, en vue de protéger les entreprises de l'Union, enfin de l'UEMOA CEDEAO. L'UEMOA entend, à travers ces journées d'information, susciter une véritable implication de la chaîne d'acteurs pour une application correcte du TEC, un des instruments de construction du marché commun. En vigueur depuis janvier dernier, il présente plusieurs avantages relatifs à la libre circulation des biens et des personnes. L'avantage,
c'est d'abord pour éviter un peu les détournements, puisque nous sommes dans une union, les détournements de trafic. C'est pour aussi protéger, disons, nos industries, pour ceux qui répondent aux conditions du système de simplification des tarifs qui se trouvent au niveau de notre communauté. C'est aussi l'occasion de passer en revue les grands chantiers de l'UMOA au Togo. La santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures et bien d'autres secteurs. Quand une organisation de la société civile part en guerre contre le diabète, le cercle d'élite pour la recherche sociologique et le développement à la base a en effet décidé d'étendre les stratégies de prise en charge de la maladie à l'ensemble du territoire national. En collaboration avec le ministère de la Santé, il a initié une formation au profit des professionnels de la santé sur le diagnostic, l'évaluation et les risques cardiovasculaires chez les diabétiques. Au sortir de cette formation, les participants nantis des nouvelles connaissances seront répartis dans les 3 régions économiques de la partie septentrionale du Togo, centrale, Kara et Savane, pour former à leur tour d'autres praticiens sur la maladie. Un reportage d'Augustin Kossi présenté par Esther Laclé. La prévalence nationale du diabète au Togo est de 2,6% selon les résultats de l'enquête STEPS 2010 du ministère de la Santé. Et la prise en charge des diabétiques est assurée par des médecins et paramédicaux qui d'ailleurs ne disposent ni d'informations ni de statistiques claires concernant la situation dans les zones rurales. Une carence due à l'accès difficile aux nouvelles recommandations relatives au contrôle et à la prévention de la maladie. Cette formation des formateurs est destinée à imprégner ces praticiens des outils pédagogiques nécessaires pour une décentralisation des soins. On va rappeler aux apprenants toute la pathologie du diabète, mais aussi sa prise en charge. Sa prise en charge dans le diabète non compliqué, sa prise en charge dans le diabète compliqué, les complications, et aussi sa prise en charge pour éviter que ces complications apparaissent. Et enfin, la prise en charge des cas particuliers, notamment le diabète gestationnel chez les femmes enceintes. Ce projet de formation qui s'étend sur 3 ans est à mettre à l'actif de l'ONG Cercle d'élite pour la recherche sociologique et le développement à la base, avec l'appui du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il permettra à terme de former des professionnels de santé au diagnostic et à la prise en charge du diabète afin d'arriver à dépister plus de 41 000 personnes. Cette formation nous donne une fois encore l'occasion de mettre en lumière cette maladie sournoise qu'est le diabète, car il a été démontré par les spécialistes que la plupart de ceux qui en souffrent ignoraient qu'ils en étaient porteurs jusqu'à son déclenchement. Le diabète, facteur de risque, symptômes et mesures de prévention, on en reparle avec Augustin Kossi et Rachel Aoku. Quand le taux de glycémie est compris entre 1,10 g et 1,26 g, on parle d'état prédiabétique. Et au-delà de 1,26 g, le diabète est confirmé. Une maladie non transmissible, souvent ignorée, qui affecte plus de 371 millions de personnes par an dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. De la même source, une personne sur 12 est atteinte du diabète connu sous ces 2 formes, les types 1 et 2. La maladie se caractérise par une absence totale ou partielle de la sécrétion d'insuline par le pancréas et se manifeste essentiellement par l'amaigrissement et la fatigue générale. Bien de comportements sont à l'origine de cette pathologie. C'est nos habitudes alimentaires. On mange trop sucré, trop gras, trop salé. On ne fait pas assez de sport. On est chaque fois dans nos bureaux, ou bien quand on veut rentrer à la maison, c'est toujours sur une moto ou dans nos véhicules. Et arrivé à la maison, on est sous la télé. Ce n'est pas tout. Le poids de l'âge peut être aussi source de cette maladie. Quand on avance en âge, le pancréas commence par ne pas bien travailler. C'est le pancréas qui produit ce qu'on appelle l'insuline. L'insuline qui joue un travail de clé, permettant ainsi au sucre de rentrer dans les cellules. Comme l'insuline produite n'est pas en bonne quantité ou bien n'est pas de bonne qualité, donc elle ne permet pas de prendre tout le sang circulant pour l'amener
au niveau de nos muscles. La lutte contre le diabète fait partie intégrante des 5 programmes prioritaires du plan national de développement sanitaire. Et au niveau de la coordination, des mesures de prévention sont préconisées. Manger moins sucré, moins gras, moins salé, faire de l'exercice physique au moins 3 fois par semaine pour beaucoup prendre les légumes. Diminuer notre consommation d'alcool sous toutes ses formes. La maladie touche de façon uniforme les deux sexes. Le dépistage précoce reste de mise pour prévenir à temps cette maladie, un problème de santé publique. Après la proclamation des résultats du bac 1, l'on croyait le cycle des examens de fin d'année scolaire terminé. Eh bien non, dans le secteur de la formation professionnelle, l'on se préparait discrètement à affronter les épreuves du BT, le brevet technicien en génie civil, option maçonnerie. Cela a commencé aujourd'hui et en ouverture, les candidats ont planché sur le ferraillage. Edem Soussoupo. Il planche sur une épreuve à 2 volets. Ces futurs techniciens en génie civil ont 8 heures pour façonner l'ossature d'un linteau et puis d'une poutre posée sur un poteau. Cette première épreuve pratique porte sur le ferraillage. Au centre de la construction et du logement, où est accueilli les candidats de la région maritime en génie civil, ils sont au total 130, dont 4 filles à réaliser leur chef-d'œuvre. Meza Kanyaya, étudiante en 3e année de BT, force l'admiration par son courage et son œuvre architecturale. Quand je vois les filles sur les chantiers, quand je les vois, ça me motive beaucoup de plus. Ça que je me suis intéressée de faire ça. Génie civil, je peux dire, c'est un peu difficile, mais il faut avoir le courage. Toi-même, il faut te donner à fond. Oui, il faut te donner à fond et ça va aller. Pour l'examen aujourd'hui, c'est une très grande surprise pour nous. On nous a amené le ferraillage que nous-mêmes on n'avait pas prévu. Mais on va prier Dieu. Nous-mêmes, on est très très choqués. Tout le monde était là pour la maçonnerie ou autre chose là. Mais on va faire notre mieux. Ces étudiants viennent de 6 établissements et ont 3 jours pour finir cet examen pratique ici au centre de la construction et du logement. Pour cette épreuve de ferraillage, les aides ne sont pas autorisées. Il y a 2 qui ne sont pas arrivés ou ils ne sont pas encore arrivés. Donc, après l'obtention de ce diplôme, ils vont travailler sur des chantiers. C'est eux qui seront les maîtres de chantier, c'est eux qui feront les devis, les calculs, qu'est-ce qu'il faut pour le chantier. Bon, voilà, ils auront ce niveau-là. C'est sous eux que vont travailler les maçons, les menuisiers et autres. Donc c'est un diplôme professionnel. Comme vous le savez, le Togo est un chantier. On a besoin de la main-d'œuvre. On a besoin des cadres qualifiés dans le domaine du BTP. Munis de marteaux, de scies, de décamètres et de bien d'autres matériels de travail, ces étudiants sont appelés à faire montre d'une totale concentration pour fournir des croquis détaillés. Le travail nécessite beaucoup de rapidité et d'habileté. Les étudiants obtiennent le brevet de technicien en 3 années de formation après le BEPC ou le CAP. Les derniers examens s'achèvent ainsi. La période est propice à l'organisation des divers concours d'entrée dans les centres de formation. Voici à ce propos ce communiqué du ministre des enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle. Le ministre des enseignements primaires, secondaires, de la formation professionnelle porte à la connaissance des candidats et candidats au concours national de recrutement d'élèves, institutrices et instituteurs du préscolaire et du primaire pour les écoles normales d'instituteurs de Dapaon, Nyamtougou, Soutoubois, Adeta, Ngoutien et Tablibo, session de 2014, qu'ils peuvent consulter les résultats d'admissibilité dans les directions régionales de l'éducation. Par ailleurs, il porte à la connaissance des candidates et candidats admissibles qui sont tenus de se présenter devant un jury dans les différents centres d'écrit munis d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité pour les épreuves orales qui se dérouleront le jeudi 20 et le vendredi 21 août 2015 à partir de 7h. Fête à Lomé le 17 août 2015, professeur Komine Palamwe Tchakpele. À l'étranger, tous ceux qui ont cru à la mort du chef de la secte islamiste nigérienne Boko Haram après les récentes déclarations du président tchadien Idriss Déby Itno doivent déchanter. Aboubakar Shekau est bien vivant. Le chef du groupe islamiste le plus cruel d'Afrique de l'Ouest s'est signalé hier soir
par le biais d'un message audio dans lequel il a réitéré ses menaces contre les pays voisins du Nigeria, dont les armées mettent en déroute ses troupes, les empêchant ainsi de réaliser leur sinistre dessein. Il y a 3 jours, le chef de l'État tchadien annonçait la fin prochaine de la secte islamiste, précisant qu'elle avait été décapitée, sous-entendu que son chef avait été tué. Au Togo, avant le Togo, nous continuons avec l'actualité internationale au Brésil à présent. Au Brésil, le pouvoir de Dilma Rousseff est dans la tourmente. La présidente brésilienne, accusée de corruption, fait l'objet de vives contestations populaires. Des millions de personnes descendent quotidiennement dans la rue pour exiger sa démission et son emprisonnement immédiat. Dehors, les corrompus, crient ce manifestant. Les Brésiliens laissent éclater leur colère contre le gouvernement. Ici à Sao Paulo, ils étaient des dizaines de milliers à réclamer le départ de la présidente Dilma Rousseff. Nous traversons une période très difficile avec les politiques brésiliens. Ce gouvernement n'a aucune crédibilité. Il détruit le pays. Cette corruption est très triste et je pense que Dilma Rousseff fait partie de tout cela. Des centaines de milliers de Brésiliens ont manifesté à travers tout le pays. Lula et Dilma en prison, peut-on lire sur les pancartes. En référence au scandale Petrobras qui agite le Brésil depuis 1 an et demi. L'entreprise pétrolière publique est accusée d'avoir distribué des pots de vin à des dizaines de députés et sénateurs. Le tribunal suprême électoral devra également déterminer si la présidente a bénéficié de cet argent détourné pour financer sa campagne. Petrobras, c'était la fierté nationale. Et le parti au pouvoir l'a mise dans cette situation. Elle est en faillite, notre Petrobras. La crise est également économique. Le Brésil est au bord de la récession avec une inflation de 9%. La présidente a adopté des mesures d'austérité, une politique de rigueur très impopulaire. Le peuple veut un bon gouvernement. Personne ne peut supporter la situation. Toutes les classes sociales souffrent dans ce pays. Dilma Rousseff a entamé son 2e mandat en janvier. Depuis, elle bat des records d'impopularité. Elle a pourtant récemment affirmé qu'elle ne comptait pas démissionner. Et nous revenons à présent au Togo pour parler environnement avec ce manuel de procédure de contrôle forestier qui fait actuellement l'objet d'une campagne de vulgarisation à travers le pays. Le document a été élaboré dans le but d'améliorer nos ressources forestières. L'étape de Kara avec Nestor Mouzo. Dans l'exercice du contrôle forestier, certains dysfonctionnements sont apparus, ce qui influe négativement sur la gestion durable des ressources forestières. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, ayant pris la mesure de la chose, a élaboré un manuel de procédure du contrôle forestier. Ce manuel doit être connu des différents acteurs impliqués dans la gestion des forêts. Ces assises sont destinées à cette fin. La rencontre regroupe les acteurs au niveau de la région de la Kara. Elle a été organisée aussi pour renforcer les rapports entre les différents maillons de la chaîne, notamment les agents des eaux et forêts, la gendarmerie, la police et la justice. Les études ont montré qu'au Togo, la dégradation des forêts est plus avancée que dans tous les autres pays. Nous avons un taux de déboisement de 15 000 à 20 000 hectares par an, contre seulement 1 000 hectares de reboisement. Donc cette situation demande au Togo beaucoup d'efforts, parce que dans le cadre du plan d'action forestier national, nous voulons porter le taux de couverture qui aujourd'hui est à 10% à 20% d'ici 2035. Et l'un des leviers importants de cette vision, c'est d'agir sur la déforestation. Et dans ce cadre, il faut améliorer l'application de la loi. Et améliorer l'application de la loi vient à ce que nous puissions renforcer les capacités des agents qui sont sur le terrain, mieux tous ceux qui sont dans la chaîne de contrôle, à pouvoir maîtriser l'ensemble des tests qui régissent l'exploitation forestière au Togo. Les rencontres régionales sur le manuel de procédure de contrôle forestier déclenchent ainsi une série de formations. Ce manuel, édité en 2013, a été revu et réécrit dans un langage simple pour permettre aux différents acteurs de maîtriser le contenu et mieux l'appliquer sur le terrain.
Le Rotary Club Lomé Cocotier inscrit lui aussi la promotion et la protection de l'environnement dans ses actions. Cette association a procédé ce matin à la mise en terre de jeunes plants de l'arbre dont elle porte d'ailleurs le nom, à savoir Cocotier. Ceci dans la perspective de la visite au Togo du gouverneur du district 9102, Madame Dorothée Gounon. Reportage Désiré Dabovi, Ramdan Bassina. Deux jeunes pousses de cocotiers, désormais aux côtés des anciennes, pour lutter contre l'érosion côtière. Cette activité marque la visite du gouverneur du district 9102 au Rotary Club Lomé Cocotier. Je suis là dans le cadre de ce que nous appelons la visite officielle du gouverneur au Rotary Club d'un pays donné. Et au cours de cette visite, le gouverneur a l'habitude d'assister les Rotariens à faire des actions dans leur cité. Et également à visiter les clubs pour passer des messages afin de motiver les Rotariens à passer à l'action. Et donc ici, c'est la preuve d'une action. Et cette action, c'est quoi? C'est planter des cocotiers. Ça a une grande portée. Une grande portée en ce sens que vous savez ce que représente l'arbre pour la vie. Outre la mise en terre des plants de cocotiers, diverses activités sont inscrites à l'agenda du gouverneur, notamment une séance de travail avec les membres du Rotary Club Lomé Cocotier. Les Rotary Clubs sont des associations qui œuvrent dans le social et l'humanitaire. Nous menons beaucoup d'activités telles que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'illettrisme, la lutte pour doter la population d'eau potable, et la lutte pour avoir un environnement sain comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le Rotary Club Lomé Cocotier fait partie d'un ensemble dénommé le district 9102. Il est composé du Niger, du Bénin, du Ghana et du Togo. Ce club est créé depuis 1999. La paroisse Notre-Dame de la Paix de Bombouaka fête son jubilé d'Albâtre, soit 75 ans. C'est en effet en 1940 que cette paroisse a été érigée là-bas, marquant ainsi le point de départ d'une importante activité d'évangélisation dans l'extrême nord du Togo. L'événement a été marqué ce week-end par diverses manifestations, dont une messe d'action de grâce, célébrée par l'évêque de Dapaon, Monseigneur Jacques Agnilunda. Reportage Désiré Aloye. C'est ici, il y a 75 ans, les premiers missionnaires franciscains de l'église catholique ont été acceptés par le chef Sambiani. Ils posent donc leurs valises à Bombouaka, dans Tanduaga, pour semer le grain d'évangélisation dans l'extrême nord du Togo, diocèse de Dapan. 75 ans après, la paroisse mère Notre-Dame de la Paix de Bombouaka fête le jubilé d'Albâtre. Il faut honorer le Créateur, le tout miséricordieux, pour l'église triomphante par une moralisation pieuse, la recherche des âmes pour la moisson de Dieu. Ils étaient nombreux les fidèles chrétiens pour louer Dieu. Une messe d'action de grâce dirigée par l'évêque de Dapaon, Monseigneur Jacques Agnolunda, pour apporter la lumière divine aux hommes créés à l'image de Dieu. S'inspirant de 1 Corinthiens 15, verset 20 à 29 et Luc 1, verset 39 à 56, l'évêque a convié tous à l'humilité, la soumission à Dieu et répandre toujours autour de soi la bonne nouvelle. Tout le monde n'est pas comme, tout n'est pas chrétien à Bombouaka. Il faut connaître et il faut encore beaucoup de prêtres, de sœurs surtout pour s'occuper des filles et des femmes qui nous engagent à aimer davantage, à aimer vraiment, sans distinction de religion, de clan, de famille, à aimer comme Dieu. Alors notre pays sera en paix. Les fidèles chrétiens tout heureux remercient Dieu pour cette grâce qui construit en l'homme la vie éternelle. Il y a déjà l'évangélisation qui avance et qu'avec ce 75e anniversaire, nous jetons encore un autre jalon pour une grande évangélisation dans tout le peuple des savanes, pour qu'ils connaissent aussi le Christ.
En ce jour de grâce, jour de l'Assomption, la montée de la Vierge Marie au ciel, 19 baptisés ont été confirmés par l'évêque dans la joie du Christ pour servir Dieu et rester chrétiens pour le bien-être des autres. Aussi, Monseigneur Jacques Agnolenda a béni et remis la première soutane à Luc Damok, qui devient l'abbé Luc Damok, admis au grand séminaire de Lomé pour poursuivre l'évangélisation. Nous restons dans le registre religieux avec cette fois une note musicale. L'artiste est un prêtre, le père Olivier Djido, qui a fait le plein de la salle de spectacle de la Gorée-Sangor hier à l'occasion du concert dédicace de son tout premier album. 8 titres composent cet album dont nous allons écouter quelques séquences dans ce reportage de Luc Assis présenté par Rachel Aoukou. Émerveillé et sublimé, un pari réussi pour l'artiste gospel, le père Olivier Djido et ses pairs. Des instants de partage, de louange et de vénération. Ce concert a été merveilleux. Et il m'a permis encore de dire un sincère merci à la Vierge Marie qui ne cesse d'intercéder pour moi. Du début à la fin, je vous dirais que ça a été splendide, ça a été grandiose. Tout a impressionné, de la chorale au chant du révérend Père. Vraiment, ça a été du boom. Encore des cas. C'est le tout premier bébé de 8 titres du père Olivier Djido. La dédicace de cet album rime avec la célébration de l'éclat de l'Assomption pour glorifier le nom de la Vierge Marie. Le public m'a impressionné par son enthousiasme et sa proximité agréable. Il y a une nouvelle forme d'évangélisation qui passe par la musique. Et parce que la musique, ça donne de la joie au cœur. Et quand qui plus est, cette musique porte le nom de Dieu, eh bien c'est l'explosion de joie dans les cœurs. Le public qui a fait nombreux le déplacement de la salle Agora Sangor a eu la primauté des morceaux de cet opus musical en live. Des mélodies ont été chantées et dédiées à l'unité et à la culture de la paix au Togo. C'est de communiquer. Pour finir, le ministre de la Défense et des anciens combattants communique dans le cadre du renforcement de l'effectif du personnel non officier dans les forces armées togolaises. Un recrutement général, de même que celui des spécialistes, est ouvert aux jeunes des deux sexes, répondant à certaines conditions que les intéressés pourront trouver dans le quotidien national Togo Presse. À voir également dans le quotidien Togo Presse la liste des 32 candidats au concours d'entrée à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT, session 2015, qui ont été déclarés aptes après la visite médicale d'aptitude. Les intéressés sont priés de se présenter au camp militaire du 2e régiment d'infanterie 2e RI à Adidogomé le mercredi 19 août 2015 à 6 h pour la suite des épreuves d'admission qui sont le sport et le passage devant le jury, se munir d'une pièce d'identité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Isidore Koubatine pour notre dernière édition de la nuit. Au revoir.